Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très ravis au nom de la Morocco-SIM de conduire ce premier webinaire, un webinaire très intéressant, très pertinent et qui aura pour sujet PS dans tous ses états. Donc, souvent on entend parler PS, souvent c'est patient simulé, mais je sais que ça peut être autre chose, ça peut être les standardisés, ça peut être le participant simulé. Pour débattre de cette question, nous avons le grand plaisir et j'ai l'honneur de vous introduire, bon, ils n'ont pas besoin d'être introduits, mais bon, je le fais quand même. Mon très cher ami François Lecomte. Bonsoir François. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous et à toutes. Alors François, qui bien sûr travaille sur Paris Cochin, c'est mon boss, c'est mon patron en simulation. C'est grâce à lui que j'ai appris les grands principes de la simulation lors de son fabuleux DU à Paris. On a fait ça à Paris prochain. C'est une DU de formation des enseignants sur simulateur. Merci encore, encore et encore une fois, François. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Avec Merci. beaucoup de plaisir. Et si le plaisir d'avoir des gens aussi intéressants que toi dans la formation, c'est vraiment fantastique. Merci Mohamed et bravo pour tout ce que tu fais pour la Morocco-Sim. Je pense que les gens ont énormément de chance de pouvoir te côtoyer. C'est vraiment super. Merci François. Et bien sûr, l'incontournable Sloa Bouhlel. Sloa, bonsoir. Bonsoir, Ousted. Moi, je suis l'élève de mon maître, professeur Mouraoui, et j'ai la grande chance et l'honneur d'être à côté de François, avec lequel j'ai appris énormément de choses au cours d'échanges très intéressants concernant les PS. Et ce soir, euh, on sera très contents tous les deux de vous présenter PS dans tous ses états. Très bien. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. Vous gérez quand vous voulez votre présentation. Je vous rappelle qu'on aura en tout pour tout 1 heure, y compris la discussion. C'est à vous la parole, cher intervenant. Moi, je suis docteur Slobo Bourlel et je suis accompagnée dans cette présentation par le docteur Lecomte. Et nous allons dérouler un certain nombre d'aspects de ce que c'est que le patient participant simulé, standardisé. Donc, euh, Ah oui, pardon, il faut que j'envoie la oui, première chose. Donc je ça, te c'était laisse gérer les la, slides. la diapo d'introduction avec alors, hop, et immédiatement, je vais vous demander de prendre vos téléphones et de pouvoir de pouvoir, comme si vous faisiez une photo là-dessus, s'il vous plaît, et pour pouvoir voir un questionnaire qui devrait s'afficher maintenant. Est-ce que tout le monde peut flasher ce questionnaire? Vous mettez votre téléphone dessus et vous devriez avoir automatiquement. Voilà, j'espère que tout le monde a flashé. Et là, hop, on attaque les premières questions. Donc, vous allez nous dire quelle est votre profession, médecin, infirmier, étudiant infirmier, étudiant médecin. Est-ce que vous êtes formateur? C'est une question à choix multiple. Est-ce qu'en plus vous êtes formateur en simulation, mais vous n'utilisez pas les patients simulés? Et est-ce que vous êtes formateur en simulation et vous utilisez les patients simulés? C'est notre première question. Alors, on voit les gens qui remplissent un petit peu. Est-ce que vous êtes médecin, infirmier, étudiant? Pour avoir une idée de l'environnement, Mm. on va laisser encore une petite dizaine de secondes. Et donc, on voit que je vous propose de mettre fin à ce questionnaire. Et donc, on voit qu'il y a la moitié de médecins, la moitié d'infirmiers, quelques étudiants en médecine. Et puis, il y a des formateurs. La moitié des formateurs utilisent des patients simulés, l'autre n'utilise pas. Euh, voilà. Maintenant, nous avons un nuage. Normalement,
quelles sont vos interrogations sur les patients simulés? Et on va vous demander de mettre un mot là-dessus. Donc, vous, sur votre écran, qui s'était affiché tout à l'heure, quelles sont vos interrogations? Voilà, personne, voilà, c'est bien. Le mot patient simulé, finalement, ou le mot personne simulée, ouais, ça c'est très bien. Est-ce que c'est un jeu? Le mot PS, bien sûr. Quelles sont les modalités de recrutement? Quel profil on recherche? Est-ce qu'on utilise des acteurs ou pas? Alors, ce sont des acteurs, mais voilà, c'est quoi un PS finalement? Euh, jeu de rôle, ouais. Euh, le profil du patient simulé, quel est le profil du patient simulé? Voilà, donc quels sont est-ce qu'il y a-t-il de recommandations pour le patient simulé? Très bien, super. Ben, écoutez, c'est tout à fait intéressant. Combien ça coûte? Oui, combien ça coûte? Ça, Beaucoup. c'est une bonne remarque. Bon. Quelles expériences faut-il? Quelle expérience faut-il pour être patient simulé? Quelle est la formation d'un patient simulé? Super. Ben, merci beaucoup. Je vous propose de mettre fin à ce premier questionnaire et de revenir à notre diaporama. Euh, Hops. Et en fait, on se rend compte que les questionnements bon, regroupent tout ce qui va suivre dans ce webinaire. Donc, on va dérouler définition et place d'un PS en simulation, spécificité de scénario, et peut-on faire participer un patient simulé au débriefing, le recrutement d'un patient simulé, les principes de formation générale, formation à un scénario, participation du PS au débriefing et le déroulage. Voilà. Donc, il y avait peut-être moins d'interrogations sur le débriefing, mais ce sera Oui, l'occasion. On vous posera nous-mêmes une question tout à une l'heure là-dessus. question, absolument. Donc, en fait, il y a en fait, les définitions sur lesquelles les sociétés savantes se sont mises d'accord. Le patient simulé, en fait, c'est une personne en bonne santé, donc qui n'est pas malade, et qui est formée pour reproduire euh, un patient si rigoureusement et précisément qu'un médecin aguerri ne peut pas voir la différence. Donc, ce patient va reproduire, ou ce patient simulé va reproduire à la fois le langage corporel, la symptomatologie et les émotions du patient. Le patient standardisé, quant à lui, c'est un patient qui est simulé, mais il est formé de telle manière à ce qu'il reproduise de manière standard le même scénario de manière répétitive. Et en règle générale, on va utiliser le patient standardisé dans tout ce qui est examen et évaluation sommative, dans les écosses par exemple. Donc ce patient-là qui est simulé, il va reproduire strictement à l'identique la symptomatologie ou le scénario pour que plusieurs étudiants puissent éventuellement passer et bénéficier, on va dire, de chances égales face à un même scénario. Et en fait, on se rend compte qu'aux États-Unis et au Canada, patient standardisé égale patient simulé, mais en dehors, il y a une différence. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fonction du contexte, lorsque l'on a un patient qui va être utilisé dans un scénario à but d'évaluation, c'est un patient qui est standardisé. Et lorsque c'est un patient qui est utilisé dans la formation, c'est un patient qui est simulé globalement. Après, on a la notion de participants simulés ou personnes simulées, et ça englobe les personnes qui sont formées pour reproduire
le patient, sa famille, le personnel de santé, etc. Et ça, en fonction du scénario qui va être déroulé. Alors, la question clé, c'est pourquoi utiliser un patient simulé en pédagogie au lieu d'un mannequin? Le mannequin, il est facile, il est disponible et puis on peut en faire ce qu'on veut. À Alors, votre avis? on vous propose de répondre à ça et vous connaissez votre nom de famille. Si vous êtes de A à M, vous mettez les avantages d'utiliser un patient simulé en pédagogie. Et si vous êtes de N à Z, vous mettez les Les inconvénients. inconvénients. Et donc, nous, on regarde un petit peu dans le chat les réponses que vous allez nous donner en fonction des plus de fidélité. Nous a déjà répondu Amar. Très bien. Donc, quoi d'autre? Vous êtes dans le chat. Plus de réalisme, plus proche de la réalité. Alors, quand on fait des compétences non techniques, il y a plus de réalisme, c'est plus vivant. Ça, je le confirme. Moins de bugs. Alors, c'est rigolo parce que moi, je dis de temps en temps qu'on programme des patients simulés, enfin des participants simulés, proches du réel, des choses qu'on ne peut pas simuler sur un mannequin en silicone. Alors moi, je me rappelle qu'en école d'infirmière, une fois, on avait fait le premier lever d'un patient et on avait eu 2 fois le même mannequin, une fois avec 2 fois le même scénario, une fois avec un mannequin et on levait le patient simulé, il était tout raide, et une autre fois avec on levait le patient, il était tout raide avec un mannequin et avec le patient simulé, c'était vraiment très intéressant. Plus réaliste, plus d'interactivité, une expérience réciproque. Ça peut être coûteux dans le cas d'un participant simulé. Oui, bah, il va falloir le former. C'est plus sympathique. Oui, 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 si tout se passe bien. Et l'étudiant. Alors là, et l'étudiant, je ne sais pas. Déclenchement d'émotions trop importantes. Ah, ça c'est, merci Denis de dire, bah oui, finalement, c'est tellement réaliste que bah, euh, ça peut déclencher des émotions, peut-être plus d'émotions qu'un mannequin où on se dit, oh bon, finalement, c'est qu'un jeu. J'ai vu sécurisant, bah, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a plus la main sur le scénario parce qu'il y a un patient simulé, pourquoi pas, pour éviter les erreurs médicales. Moins contrôlable, point d'interrogation, le patient simulé qu'un mannequin. Avec le mannequin, on a l'impression quand ça marche, on n'a que ça à faire. Pour maintenir une communication entre le patient simulé et l'étudiant apprenant, on explique le geste, etc. OK, je vous propose d'arrêter là et puis de revenir à ça. Donc, effectivement, les avantages, d'abord, c'est qu'il y a un haut niveau de réalisme. Et puis, on peut tester une infinie variabilité de situations. L'apprentissage, bien sûr, il est reproductible et sécurisé comparativement à si on devait le faire sur un vrai patient. C'est une formation qui est centrée sur l'étudiant. Et bien sûr, intégration possible des soft skills, effectivement, communication, etc. Surtout apprentissage de comment mener l'interrogatoire ou comment faire une annonce de mauvaise nouvelle, etc. Aussi, la simulation hybride, lorsqu'on va faire des gestes, donc on peut mettre sur une personne un task skill et puis on peut l'utiliser. Donc, on a le patient qui va interagir et on peut faire son acte. Les inconvénients, bien sûr, c'est toutes les situations ne sont pas simulables. Et puis, il y a toujours quelque part une première fois sur le patient. L'organisation, la formation, le recrutement, le coût des patients simulés est quand même quelque chose d'important. Et puis, à ne pas négliger le bien-être de ces patients-là. Ce sont des personnes qui vont jouer à avoir un cancer, à qui on va annoncer une mauvaise nouvelle, etc. Donc, il faut réfléchir aussi au bien-être émotionnel et psychologique. Un autre inconvénient, c'est aussi le fait d'être bloqué parce qu'on est face à une vraie personne. Ça peut constituer
un frein. Et quelqu'un a parlé de cette émotion très importante. Donc, effectivement, face à une vraie personne, il peut y avoir déclenchement de fortes émotions desquelles il faut tenir compte plus tard. On verra dans la formation et le recrutement des patients simulés ce que ça va impliquer. Est-ce que les scénarios que l'on va adopter peuvent être ou ont des spécificités si on a recours à un patient simulé ou à un mannequin? Oui ou non, à votre avis? Pas de réponse? Bon, il n'y a pas de réponse. Question. Non. Non, Pas de spécificité, pas. pas compris la question. D'accord. On n'a pas entendu. Alors, Ah, la oh, question, c'était, vous savez qu'il existe des cadres de scénarii hein, de la Société francophone de simulation dans le groupe de travail dirigé par Guillaume Dersaakian, et il y a eu des scénarii. Est-ce que c'est spécifique? Est-ce qu'il existe des items spécifiques quand on parle de patients simulés? Céloi, tu nous montres un oui, petit peu le type de scénario qu'il y a hors patient simulé, en fait. oui. Voilà. Donc ça, c'est le canevas selon lequel on va construire un scénario et les items qu'il va falloir et les étapes qu'il va falloir respecter lorsque l'on est en train de monter un scénario. Donc le contexte du scénario, l'objectif de la formation, l'objectif pédagogique, la préparation et puis tout le déroulement de la simulation et ensuite l'évaluation. Donc ça, c'est, voilà, vous avez un code que vous pouvez scanner et qui va vous permettre de télécharger le Canva et vous pourrez le consulter tranquillement. Ceci dit, parlant du scénario, est-ce qu'il faut respecter des spécificités? Oui, puisque on a affaire à un patient qui est un être humain, on va dire. Donc, il faut aussi tenir compte pour le briefer le contexte social, professionnel, les habitudes, les antécédents, tout ça, il faut l'intégrer dans le scénario pour que la personne joue exactement le patient avec ses antécédents, son comportement, son état émotionnel. L'histoire du problème actuel doit être très bien compris par la personne qui va jouer le rôle, mais aussi les objectifs pédagogiques. Il faut que cette personne-là soit consciente de la portée de ce scénario quant à l'apprentissage des étudiants. Donc, et de l'idée que le patient se fait du problème actuel. Est-ce que c'est quelque chose qui va l'inquiéter? Est-ce qu'il a un impact sur sa vie? Les attentes envers de la prise en charge? Les interactions avec les autres membres qui sont présents lors de la simulation, donc les autres personnes qui vont jouer dans le cadre de ce scénario. Ensuite, il faut faire attention à la mise en œuvre du jeu de rôle. Est-ce qu'on va prévoir des costumes, le crimage, etc. Mais aussi certaines phrases précises à donner, à quel moment il faut les dire, soit pour relancer le scénario, soit pour arrêter et le mot de la fin pour arrêter le scénario. Tout ça doit être connu et briefé pour le patient simulé. Oui, c'est vrai que quand on a face à nous un être humain, on a un peu plus envie de lui parler que quand on Mm. a un mannequin, ça c'est sûr. Finalement, quelles sont les étapes du recrutement d'un patient simulé? Donc, les principes, hein, vous voulez avoir un participant simulé, je vais y arriver, je ferai souvent l'erreur, mais d'un PS. Mm. Quels sont les principes de recrutement? Il faut d'abord faire connaître
faire savoir aux gens que vous voulez recruter un PS. Donc, vous pouvez faire des petites annonces, vous pouvez utiliser Internet. Si vous avez des sites, etc., vous pouvez utiliser intranet au sein d'un hôpital, par exemple, le bouche à oreille. Vous pouvez, les associations, des clubs de théâtre, des écoles de théâtre, vous pouvez utiliser dans les cafétérias, vous mettez des petits messages, voilà. Les méthodes ensuite que vous allez utiliser, si, mettons que vous fassiez venir tout le monde un jour J au centre de simulation, c'est peut-être un petit peu excessif. Alors peut-être, si vous avez la chance d'avoir un secrétariat, des assistantes, eh bien, avoir finalement des gens qui vont appeler un numéro de téléphone à contacter. Il va y avoir un pré-tri qui va être fait. Est-ce que les gens sont disponibles? Où ils habitent? Quel âge ils ont? Parce que si vous voulez jouer des jeunes adultes et qu'il n'y a que des gens qui ont 60 ans qui viennent, ça va peut-être être un problème. Ou l'inverse est plus vrai, puisque voilà, donc par téléphone, vous pouvez faire un premier tri. Ensuite, vous pouvez décider d'un entretien et on verra le contenu de cet entretien pour savoir justement ce dont je vous ai parlé à l'instant, les antécédents, etc. Mais aussi, on peut envisager qu'il y ait des essais qui soient faits, des courtes, un tout petit scénario, une scénette à apprendre avec quelques mots, à réciter parfois par cœur, ou parfois c'est juste le contexte, mais ça permettra aux gens, eh bien, enfin, ça vous permettra de vous rendre compte si le PS que vous avez en face de vous, ou l'acteur que vous avez en face de vous, est compatible avec le fait d'être un PS ou pas. Alors, les principes de recrutement d'un patient simulé, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu sur le chat quelles questions vous voulez poser aux patients simulés ou aux participants, aux futurs participants simulés que vous avez en face de vous. Euh, voilà, qu'est-ce que vous allez poser comme question? Qui va vous permettre de dire je le garde ou pas. Donc, Qu'est-ce qui ferait pour vous un bon PS? qu'il pleure devant moi. Alors, ça, c'est très. Alors, j'allais dire c'est très drôle, mais ça n'est pas du tout, en fait. Mais la dernière fois qu'on a fait un exercice, en 3 minutes, même pas en 1 minute, on a demandé que le patient simulé, le participant, l'acteur, puisse L'acteur. pleurer. puisse pleurer, et juste après, ben maintenant, vous allez rire aux éclats. Et ben oui, ben, c'est pas possible, il faut donner un petit peu de temps pour que les gens puissent se concentrer. Alors, attendez, là, vous m'avez Expérience, dit plein de profil. choses. Alors, attendez, on y va. OK. La disponibilité, quelle expérience a-t-il comme PS? Est-ce qu'il a déjà fait ça auparavant? Est-ce qu'il est Peut-il disponible? travailler sans indemnité? C'est ça, oui, c'est super. Le côté business revient rapidement, Ouais. mais il y a un peu de ça. La disponibilité est importante, hein. Vous avez quelqu'un en face de vous qui veut bien travailler gratuitement, mais c'est une fois tous les 2 mois. Ça va être difficile. Est-ce qu'il est volontaire? Oui, quand on entend volontaire gratuit, est-ce qu'il est bon acteur? Bah, va falloir le tester. Est-ce qu'il Formation comme PS. voilà. Est-ce qu'il est prêt à recevoir des mauvaises nouvelles? Ça, c'est une super question. Oui. Est-ce qu'il est prêt à recevoir des mauvaises nouvelles? Bah, il y a des choses que les gens sont prêts ou pas prêts à faire. Imaginez quelqu'un qui a déjà fait un infarctus et un syndrome coronarien et on lui demande de le faire. Voilà. Est-ce qu'il a un handicap? Ça rejoint la question qui est très bonne aussi. Est-ce qu'il a un antécédent Acceptabilité éthique. pour la maladie à simuler? Mm. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de demander à quelqu'un, mais finalement, c'est quoi vos antécédents médicaux? Vous allez recruter quelqu'un, quels sont vos antécédents médicaux? Bah, c'est pas simple. Est-ce que c'est légal de faire ça? Euh, ça dépend des endroits. Est-ce qu'il a des cicatrices, par exemple, au ventre, sur le ventre? Vous voulez Mm. simuler une douleur abdo d'appendicite et il a déjà une belle cicatrice d'appendicite, ça va être compliqué quand même. Est-ce qu'il peut jouer un petit rôle devant moi? Ça, je vous l'accorde, c'est nécessaire. Une formation d'acteur est indispensable. Alors là, vous mettez la barre assez haute, mais pourquoi pas. Acceptabilité éthique.
Donc, est-ce que il faudrait peut-être redéfinir ça? Est-ce que ou préciser ça plus exactement? Est-ce que comment peut se faire l'interaction et est-ce que quand il va y avoir une interaction avec le patient, le participant simulé, vous allez aller dans le même sens? Pourquoi pas? Est-ce que le PS a des limites? Ça peut être des limites physiques, ça peut être des limites psychologiques, pourquoi pas? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il a déjà joué des rôles dramatique? Disponibilité dans le temps? Parle-t-il plusieurs langues? Oui, c'est effectivement quand vous êtes amené à des gens qui viennent peut-être de régions différentes, c'est intéressant. Voilà les antécédents, le traitement. À la fois, c'est une expérience qui peut être tout à fait enrichissante, mais à la fois, ça peut-être, il n'a pas tout à fait envie d'en parler avec vous et il vient peut-être là pour penser à autre chose et il veut surtout pas qu'on parle de ça, pourquoi pas, imaginons. Le PS, peut-être un des formateurs, oui, pourquoi pas. Oui, oui, le PS Mais peut des être fois, on est amené à... La parfaitement. dernière fois, on a joué nous-mêmes les rôles de patients simulés. Donc, bien sûr, le patient simulé, ça peut être l'étudiant, ça peut être le formateur, ça peut être une personne tout à fait extérieure et étrangère au métier, comme ça peut être un ancien patient qui aujourd'hui est stabilisé et donc souhaite partager son expertise et son expérience avec les médecins en devenir. Donc, Tout à fait. Donc finalement, comment on va structurer cet entretien? La présentation, vous en avez pas mal parlé, la disponibilité. La présentation, c'est important, hein, si vous voyez qu'il boite ou si vous voyez qu'il est super grand, puis c'est plutôt un rôle pour quelqu'un de petit. Pareil pour le BMI. La disponibilité, on en a parlé. Les motivations du patient simulé, ça, on n'en a pas parlé. On a parlé motivation, c'est important. d'engagement, mais la motivation, c'est important parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir dépister, c'est ce qu'on appelle le vengeur Le masqué. vengeur masqué. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, vous allez l'embaucher pour une annonce de mauvaise nouvelle, il va bien faire son job et tout, et puis à un moment donné, il va dire, ah bah tiens, c'est justement comme ça, vous l'utilisez dans le débriefing par exemple, pourquoi pas, c'est justement comme ça qu'on a annoncé à ma belle-sœur, et vraiment, si je fais ça, c'est pour éviter ce genre d'erreur, voilà. Et là, je peux vous dire, vous êtes, ah, je m'attendais pas du tout à ça. Et vous savez, vous connaissez la motivation du patient simulé, donc attention, si c'est un redresseur de tort, dangereux. Est-ce qu'il comprend sa mission? Est-ce que sa mission, c'est d'être le meilleur acteur du monde avec des cours d'art dramatique, etc. Ou au contraire, c'est d'aller dans des objectifs pédagogiques et de vous permettre en tant que formateur d'aller dans vos objectifs pédagogiques. On est évidemment plus dans cette deuxième partie. Les antécédents médicaux, avec toutes les limites dont on a parlé, les antécédents dans la formation. Bah, écoutez, imaginez que il ait déjà fait de la formation, qu'il sache ce que c'est qu'un pré-test, un post-test, que l'apprentissage, etc. Ce serait merveilleux. Le test, on en a parlé, un test de mémorisation d'une dizaine de mots, d'une phrase, des petits jeux, un petit jeu de rôle que vous faites avec lui, avec elle, et puis éventuellement à donner du feedback, c'est-à-dire que voilà, si vous le faites intervenir dans le débriefing, qu'est-ce que lui va pouvoir dire aux étudiants? Voilà des choses qui peuvent être intéressantes, mais on y reviendra. Les qualités idéales du patient simulé, donc merci à Georges Clooney de nous avoir prêté sa photo quand il était un petit peu plus jeune. Vous voyez, on peut jouer pas mal de rôles, mais on voudrait qu'il ait une conscience de soi, une sensibilité, un contrôle des émotions hein, pouf, ça parte pas parce qu'il se met en colère et d'un seul coup, il n'arrive pas à redescendre, qu'il ait de l'empathie, de la vigilance, de la mémoire, de la curiosité, du respect, et c'est pas fini, qu'il soit organisé, qu'il soit bon pour le travail d'équipe, puisque c'est une véritable équipe avec un metteur en scène, etc. L'engagement, on en a parlé, des bons critères de motivation, on en a parlé, des compétences d'acteur, et puis les bases pédagogiques. Voilà, on peut encore imaginer d'autres choses, mais c'est déjà beaucoup. Alors, quelle formation finalement pour un patient simulé? Il y a une formation qu'on va qualifier un peu de formation générale, qui est de une demi-journée à une journée et qui revient sur les principes de la pédagogie par simulation. Ben,
c'est le pré-briefing, le briefing, la simulation, le débriefing. Pour quelqu'un qui ne sait pas du tout comment ça se passe, c'est vraiment nécessaire qu'il soit au courant de à quel moment il va intégrer finalement le processus pédagogique, qu'il comprenne la différence entre une évaluation formative, où on est là pour valider le positif et trouver des pistes pour des pistes d'amélioration, le cas échéant, et puis une évaluation sommative où si nous on le fait participer, c'est comme des écosses formatifs, des examens cliniques objectifs structurés, c'est pour donner une note aux gens, et là on est plus à risque, il faut que ce soit beaucoup plus cadré, beaucoup plus carré, beaucoup plus reproductible en termes d'équité, c'est absolument fondamental. Et puis, il faut qu'ils comprennent qu'il est nécessaire de pouvoir exprimer le ressenti, que ce soit des émotions, que ce soit la douleur, et surtout qu'on ait recours à des échelles pour homogénéiser les rôles. C'est absolument fondamental et pas si simple. On va se servir un petit peu de ces masques de la commedia dell'arte. Finalement, vous imaginez celui qui est content, celui qui est triste, celui qui est énervé, celui qui est surpris, celui qui est en colère, qui est anxieux, etc. Mais, OK, est-ce que si on se met, on n'a évidemment pas le temps ce soir de faire ça, mais si on fait une échelle numérique de 0 à 10 pour des critères comme le langage, la voix, comme le visage, les yeux, le corps, la posture, et on vous demande de remplir, eh bien ce remplissage de ce tableau Excel qu'on a en face de nous sera variable. Variable en fonction de votre éducation, variable en fonction de votre culture, et il faut réussir à homogénéiser ça. Et c'est pour ça qu'on ne vous donne pas quelque chose de tout fait, mais en fonction du lieu où vous travaillez, eh bien, il va falloir le co-construire avec vos participants simulés. C'est absolument essentiel. Un item central, par exemple, comme la douleur, cette douleur que vous connaissez quand vous étiez étudiant, on vous dit, ou quand vous êtes encore étudiant, il y a quelques étudiants parmi nous, la localisation, le type, l'intensité, l'irradiation, les signes généraux, les facteurs déclenchants, mais il faut que vous, en face, en tant que formateur, vous mettiez à chaque fois des items pour que si on interroge le participant simulé, il puisse donner, y compris en termes d'intensité. Est-ce que finalement, vous pouvez m'évaluer avec une échelle numérique votre douleur? Mais c'est quoi une échelle numérique? Ou au contraire, c'est un patient qui joue le rôle d'un cancéreux et dans ce cas-là, il connaît peut-être les échelles numériques. Ça, il faut l'avoir formé avant pour le savoir. Donc, il est nécessaire de savoir lier la douleur et la posture physique à chaque fois avec des échelles qu'on construit avec nos patients simulés. Et puis, deuxième chose importante dans la construction, après une étape qui est un petit peu générale, on a une étape qui est centrée sur le scénario. Et cette formation au scénario, eh bien, il faut que les patients simulés sachent que, ils vont faire entre 10 jusqu'à 25 scénarios par jour. 10, on est plutôt comme en Amérique du Nord et 25, bah, en France, pour les Écosses, parfois les gens vont devoir le faire 25 fois. C'est absolument énorme avec tout ce que ça comporte comme répétition, comme fixation. Et on y reviendra dans un rôle. À force de dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, quelles sont les conséquences pour le patient simulé, pour le participant simulé. Et ces principes de formation, ben, ça va être l'analyse du scénario, ça va être de relier le scénario aux émotions, et c'est variable selon le patient simulé. Et les timings, ça va être pour un nouveau scénar, la formation va être de 2-3 heures, qu'on va faire quelques semaines à l'avance. Alors imaginez des scénarios d'examen où les gens ont la veille au soir, voire le matin, c'est quand même extrêmement difficile et il faut des gens qui soient bien formés en avance. Et puis il faut faire des répétitions à sec, c'est-à-dire des répétitions où finalement il n'y a pas les participants, il n'y a pas les apprenants qui sont là. Au total, donc, on se rend compte que le patient simulé ou la personne qui va jouer le rôle doit être formé à la fois sur les trois composantes psychologiques, comportementales, physiques et communication pour pouvoir restituer le plus réalistiquement possible un scénario d'un vrai patient.
Je profite juste pour ouvrir une petite parenthèse. On n'a pas parlé des enfants. Il est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, de faire jouer des enfants en règle générale pour tout ce qui est problématique pédiatrique. Euh, on va faire jouer les parents. Donc, on prend les adultes comme les parents et ben, l'enfant, ça va être un mannequin. On évite d'avoir des enfants qui jouent des rôles de patients simulés. C'est exceptionnel. Bien sûr, il faut replacer le scénario dans son contexte pédagogique. On n'est pas là juste en train de jouer des rôles. Ces rôles-là vont servir, bien sûr, la première, on va dire, l'objectif premier qui est pédagogique. Et donc, le contexte pédagogique, la cible, est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont des étudiants infirmiers? Quelle année? Des débutants, etc. Les objectifs pédagogiques, le déroulé, la durée des scénarios, fin de scénario, etc. Et tout ça va être travaillé en amont et travaillé aussi avec la personne qui va jouer. Faire attention à la difficulté des scénarios, que ce soit pour les étudiants ou pour le patient simulé lui-même. C'est vrai que c'est pas simple parce que le patient simulé, il sait à quel moment ça va être difficile pour lui un Mm. scénario, mais parce qu'il a une prestation d'acteur entre guillemets à faire. Mais si ça se trouve pour les étudiants, bah c'est à un moment un peu creux du rôle du patient simulé ou du participant simulé, et il doit savoir que ça pose un problème à ce moment-là aux étudiants. C'est vraiment important ce moment-là. Le jeu des émotions est absolument essentiel. Alors Mm. moi, j'ai deux- plusieurs émotions que j'ai dans ma vie, c'est Titanic, et vous connaissez. Et puis le deuxième, c'est aussi une émotion qui est très joyeuse, et bien c'est la Morocco-Sim avec cette liasse populaire. Et il faut qu'on puisse à chaque fois, si on pense finalement à quelque chose, une émotion de bonheur, qu'on puisse le jouer. Alors soit vous pensez à Titanic, soit vous pensez à la Morocco-Sim. Mais c'est ça le jeu des émotions, rattacher en fait une émotion à une pensée. Et c'est pas parce que finalement, quand on vous annonce que vous avez un cancer, ben finalement, peut-être que vous, ça ne vous parle pas de grand-chose. Et donc, je pense souvent à cet aide-soignant que moi j'avais dans mon service, qui avait été un acteur avec François Truffaut et qui était capable de pleurer à la demande uniquement parce qu'à chaque fois, il se rappelait une chanson très très triste et il pleurait à la demande comme ça. C'était quand même assez incroyable. Mais vous voyez, on ne relie pas tous les émotions aux mêmes choses. Le patient simulé, il doit faire comme si, il doit comprendre, il doit représenter l'intensité d'un sentiment, d'une émotion, d'une douleur. Donc, c'est pas simple du tout. Et euh, il faut lui dire, c'est comme si vous ressentiez, par exemple, un coup de pied dans la tête et la douleur va en diminuant depuis. C'est vous rentrez dans les urgences pour aller voir votre enfant, vous êtes énervé, comme si vous alliez directement dans la chambre de l'enfant, sans passer par la case accueil des urgences, pour dire cette une violence entre guillemets physique qu'il va avoir. Et puis cet énervement où on vous demande quelque chose et ça fait 30 fois qu'on vous a déjà posé la même question et au bout d'un moment, ça va bien, vous êtes vraiment énervé. Voilà, donc il faut réussir à relier finalement ces émotions à des images de films, de musique ou des épisodes de la vraie vie du patient simulé. C'est ça qu'on veut. Alors là, Grande je, question. Doit-on débriefer ou pas? il faut que je revienne sur le WooClap de tout à l'heure. Alors là, j'espère que ça va fonctionner. Il faut que je revienne dans le partage d'écran, le WooClap, et que je quitte. Je reviens sur mes événements. On va y arriver, hein, Mm. hop, ça, et on va lancer celui-là. Hop. Et donc, voilà la question. Est-ce qu'on va la voir? La question est ici. Vous pouvez faire le flashcode, s'il vous plaît. Faites tous le flashcode. Et une fois que vous avez fait le flashcode, je vais le faire en même temps que vous. Hops, hops, hops. Vous allez, juste après,
répondre. Vous avez 5 affirmations. Le débriefing des apprenants n'est pas indispensable. Il n'est pas indispensable en formatif, en sommatif. Est-ce que tout le monde a accès à ça? Oups, ça a l'air de marcher moyennement. Ah si, ça va, il y a des gens qui arrivent à se connecter. Ok, donc ça c'est un petit peu le questionnaire d'introduction sur le débriefing. Alors, pas simple, hein, toutes ces questions, parce que ça regroupe plusieurs choses. Ça recoupe plusieurs choses. Le débriefing des apprenants n'est pas indispensable en évaluation formative. L'évaluation formative, c'est en simulation, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et il n'y a pas de simulation sans débriefing. Sinon, vraiment, il y a un risque d'apprentissage négatif. Donc, parce qu'il y a un patient simulé, on fait le débriefing qui est un patient simulé ou un mannequin. Deuxième question, le débriefing des apprenants n'est pas indispensable en évaluation sommative. Le but d'une évaluation sommative est de mettre une note. Et cette note, vous pouvez, à l'issue des ECOS, des examens cliniques objectifs structurés, la mettre directement sans avoir à faire de débriefing. Mais évidemment, si vous voulez une note et ensuite pouvoir revenir un petit peu sur ce qui a été fait avec les étudiants pour que finalement ils s'améliorent quand ils sont avec le patient, moi, il me paraît intéressant de pouvoir faire un retour d'expérience, mais l'université vous donnera peut-être pas l'occasion de le faire, ce débriefing post-évaluation sommative. Si un débriefing a lieu, le participant simulé n'y participe pas, eh bien, il peut y participer seulement s'il a été formé à cela, et c'est une formation spécifique, on va revenir dessus. Et après le débriefing, le patient simulé doit être débriefé. Alors là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, en fait, oui, et ça s'appelle pas un débriefing, ça s'appelle un déroulage, et Céloi vous en parlera juste après. Donc, en tout cas, bravo parce que vos réponses étaient pertinentes. Alors, je retourne dans mon PowerPoint. Je suis en train de faire du... Ops! Est-ce que j'arrive à me mettre en PowerPoint? J'espère. Oui. Oui. Et je vais donc là-dessus. On est sur l'impact du feedback du patient simulé vu par les apprenants. Vous pourriez vous dire, bon, c'est pas grave, le patient simulé, il va se reposer. Mais il y a quelque chose d'important, c'est que le feedback donné par le patient simulé, le participant simulé, il est supérieur au feedback du formateur. Ah, donc ça veut dire qu'il a plus d'impact. Bah oui, c'est quelque chose d'important. C'est comme le feedback des pairs qui a plus d'impact qu'un feedback des formateurs lors d'un débriefing classique. Donc il faut penser à ça. Et puis, une autre remarque, c'est que le feedback positif augmente la satisfaction mais n'améliore pas les performances. On n'est pas là pour faire des louanges. On est là pour appeler un chat, valider ce qui a été bien fait et proposer des solutions d'amélioration, peut-être avec le patient simulé, pourquoi pas, mais comme ce qu'on fait avec un mannequin en tout cas, on n'est pas là pour encenser les gens, faire des louanges, mais on est là pour mettre les points sur les i. Voilà. Ensuite, il y a toute la bienveillance que vous connaissez bien évidemment. Il y a des risques à utiliser des patients simulés pour ça. Le premier, c'est des critiques trop directes des interactions ou des actions. Ah moi, je trouve que quand même, vous avez été dur, ou moi, je pense que l'annonce a été mal faite. Voilà, des choses comme ça, le moi-je un peu en avant et un peu risqué. Le risque aussi, c'est de ne pas respecter la structure du débriefing. Vous faites vraiment le maximum pour que ce soit cadré en tant que formateur, et vous avez votre patient simulé qui
on interroge alors que vous vouliez juste l'interroger, par exemple, dans la phase de ressenti et pas dans la phase d'analyse, mais lui, il revient comme ça, ou au contraire, pendant la synthèse, alors que vous avez tout cadré, il va parler. Et donc, il est absolument nécessaire qu'il soit au courant de ces différentes phases, qu'il était mis au courant, qui ne compromettent pas vos objectifs pédagogiques. Par exemple, changer de sujet alors qu'un sujet est en train d'être discuté et lui, hop, il part sur autre chose. Ah ben, j'ai vu ça aussi à tel moment, alors que vous étiez en train de d'essayer de faire émerger les objectifs pédagogiques, vos objectifs de débriefing, etc. Et puis, carrément, un truc complètement hors sujet, c'est même pas dans vos objectifs pédagogiques. Imaginez que ça vous donne des objectifs émergents, ce soit difficile. Et puis, parler, ne pas s'arrêter, etc. C'est véritablement un risque et il faut vraiment pouvoir avoir cadré en amont le participant simulé. Donc, il y a deux choses. Il y a la forme. Il faut qu'il connaisse les principes du débriefing. Soit il est titulaire d'une formation courte qui dure 3 jours, voire 5 jours. C'est pas donné à tout le monde quand même. Soit il faut une formation spécifique pour les patients simulés. On l'a vu tout à l'heure, une demi à une journée de formation générale et puis 2-3 heures pour un scénario. Sinon, on fait une intervention qui est calibrée avec une intervention courte qui est uniquement au début de débriefing, plutôt en phase de ressenti, qui respecte les principes de bienveillance, qui va dans les objectifs pédagogiques. Le PS est un allié du formateur. C'est pas quelqu'un qui est comme ça, qui va évoluer à son propre compte. Il va dans les objectifs pédagogiques. Et il y aura des éléments de langage qu'il va utiliser pour ça, en tant que patient simulé, en tant que patiente. Voilà. Et puis le fond, c'est très important, il doit pouvoir communiquer, expliquer, discuter les objectifs pédagogiques du scénario avec des mots simples qui doit relier la simulation et le débriefing. Vraiment, c'est important. Alors, faut-il débriefer le patient simulé, c'est loin? Oui, absolument. Et en fait, quand on regarde les étapes de la simulation, il y a le briefing, la simulation en elle-même, le scénario et le débriefing. Le patient simulé, on rajoute deux briques. Une au départ, c'est recrutement et formation, et une dernière brique qui est le débriefing ou déroulage. En fait, cette personne à laquelle on a demandé de jouer un rôle de malade, ben, il va falloir la faire sortir de ce rôle-là. Autrement, ben, on pourrait avoir le risque qu'une personne déprime ou qu'elle continue à sentir cette douleur qu'elle a transportée toute la journée au niveau de l'épaule ou de l'abdomen ou autre. Donc, pour sortir de son rôle, c'est ce qu'on appelle le déroulage qui se fait de manière avec des mots, avec des petits gestes, mais aussi en enlevant une veste ou un costume ou en se dégrimant. Et c'est très, très important de garder en tête cette partie-là, de permettre à la personne de sortir de ce rôle, de laisser ce rôle là où il était. Comme ça, on ne va pas se retrouver avec des personnes qui se sont portées volontaires et qui vont se retrouver avec des problématiques psychologiques. Ensuite, le patient simulé, le participant simulé, il va avoir envie de savoir s'il a été efficace dans ce qu'il a fait Absolument. comme prestation. Il va falloir le rassurer ou valider le positif et lui proposer des façons de s'améliorer. Et on a même des échelles qui existent, à la fois pour ce qu'il a fait pendant la simulation, c'est l'échelle de Maastricht, et puis ce qu'il a fait pendant le débriefing, c'est le MQSF. Ce sont des échelles, on n'a pas le temps de les détailler ce soir, mais voilà, ce sont des choses qui sont intéressantes et utilisables. Ensuite, Finalement, idéalement, on a un pool de personnes qui vont jouer ces patients simulés et donc au fur et à mesure de ces jeux-là, ils vont s'améliorer, ils vont connaître, si on veut, les petites ficelles du métier et ils vont aller en s'améliorant. oui, ils vont vous aider, en fait, comme vous faites avec un mannequin, pour pouvoir finalement optimiser vos scénarios à chaque fois. En conclusion, finalement, de ce qu'on vient de dire, et ensuite on aura un petit peu de place pour la discussion, qu'est-ce que vous retenez? Ah, voilà, il y a des questions. Ah, voilà, les questions à la fin de la présentation. Très bien. Qu'est-ce que vous retenez comme point fort demain, si vous deviez
voulez parler de patients simulés, de participants simulés, finalement, je vais y arriver. Qu'est-ce que vous retenez une ou deux choses, une chose chacun des gens qui étaient présents, le participant simulé doit avoir une formation, Absolument. ne peut pas être patient simulé qui veut. Oui, oui, on aimerait Oui, bien, mais voilà, qu'il y a des modalités de recrutement. Un patient, un PS peut être un métier. Oui, alors ça peut être un risque, hein, quelqu'un qui dépend véritablement de cela, etc. Mais pourquoi pas? Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça. C'est souvent quelque chose d'un petit peu complémentaire. Savoir motiver le PS avec des scénars qui l'intéressent, mais aussi tout un environnement de travail qui se rend compte qu'il est utile, qu'il fait progresser les choses. Voilà. Donc que le PS puisse participer au débriefing, c'est vraiment important, qu'il puisse être déroulé, c'est-à-dire que quelqu'un à mm, qui on a annoncé 25 fois dans la journée qu'il a des ganglions et que c'est un cancer, ben, il ne va pas automatiquement, en rentrant chez lui, commencer à trouver qu'il a des ganglions. Doit avoir une copie du scénar et avoir bien lu et appris son scénar avant. Doit bénéficier d'un débriefing et de le faire sortir du rôle de la journée. Oui, absolument. Qui a un meilleur profil du patient simulé. D'ailleurs, Hicham, si vous le trouvez, ce meilleur patient simulé, je suis intéressé. Préparer le PS, mais pas improviser. Ah, c'est comme en simulation avec un mannequin, vous savez, on n'improvise jamais. Ouais, il faut quand même un petit peu de métier parce que malheureusement, on doit pouvoir de temps en temps avoir une petite oreillette pour discuter avec le patient simulé. Est-ce qu'on doit faire un suivi du patient simulé après un scénario qui finit par un décès? Merci Malika pour cette question à laquelle on va discuter juste après. Le suivi du PS, formation au préalable, phase générale, sur le déroulé, ressenti, analyse, synthèse. Qui peut former un patient simulé, un PS? Voilà, une bonne question. Préparation importante. Feedback du PS versus feedback de formateur. Oui, oui, que finalement, le PS, si vous le formez bien, il a un impact pédagogique plus important. Aussi difficile ce soit d'entendre alors que vous êtes formateur en simulation, mais d'où l'intérêt de cadrer le PS. Guillaume nous dit que le scénario a son importance, évidemment, et quand vous remplissez les petites cases du scénario, ben, franchement, ça vous améliore bien les choses. Oui, les enfants qui peuvent malheureusement, enfin, malheureusement non, la protection de l'enfant c'est importante, mais voilà, le contrôle du feedback du patient simulé, absolument. Le PS maman, ça peut. Moi, c'est un des scénars les plus violents émotionnellement que j'ai été amené à voir, qui était aux hôpitaux universitaires de Genève, où il y avait une maman qui perdait son enfant. C'était effroyable. Et il y avait un tel jeu d'acteurs que moi, derrière, j'étais complètement. Bon, moi, je fais que du scénario d'adulte, donc voilà. La problématique des considérations culturelles, certains culturel. pensent. Alors, absolument. Oui, C'est absolument. tout à fait important et j'ai beaucoup apprécié en fait lors de notre atelier à Fès que les gens disaient ah on va dire que c'est quelqu'un qui vient de telle région etc. Absolument. Et je trouvais ça fantastique et je me dis oh là là j'ai encore beaucoup à apprendre d'un point de vue culturel. Connaissance approfondie sur les scénarios et les objectifs, oui. Évaluation sommative, comment évaluer les performances des étudiants pendant la session? Ah oui, il y a des compétences non techniques, mais ça, je pense que le professeur Mouaoui va vous réserver un ou deux webinaires pour répondre à cette question, parce que là, il y a de quoi dire. Il y a des échelles d'évaluation technique et d'évaluation de compétences techniques et non techniques. En tout cas, super intéressant. Je vous propose, donc j'ai bien le côté éthique des participants simulés, hein. Moi, je trouve que 25 fois le même scénar dans la journée, waouh, je me dis c'est quand même difficile. Et donc, j'enchaîne sur finalement la question qui peut former, qui peut le suivre. Et je pense que c'est vraiment
tout à fait nécessaire que au sein de votre équipe, vous ayez une partie de l'équipe qui soit spécialisée dans la formation des PS, avec éventuellement soit un psychologue, soit un psychiatre qui puisse vous aider dans les entretiens pour dépister telle ou telle Oui, pour les pister, pathologie oui. Mhm. chez un acteur. C'est tout à fait envisageable. Et puis, dans pas mal de centres en France, même à l'étranger, il y a des psychologues qui sont là, qui viennent assister pour la formation, mais aussi, pardon, pour le recrutement, mais aussi pour la formation, s'assurer finalement du bien-être des participants simulés, avec la possibilité d'avoir ce que les Suisses appellent un piquet, c'est-à-dire quelqu'un de remplacement qui a été formé pour le scénario et qu'on puisse mettre si un participant simulé a besoin d'une pause parce que c'est véritablement difficile. Donc oui, je pense qu'il y a ce côté, j'utilise quelqu'un, je lui fais vivre des émotions qui sont fortes, mais en contrepartie, de sa... Je m'assure qu'il soit bien, que tout se passe bien pour lui, en discutant avec lui, hein, ça peut être la pause café, etc. Mais si ça va pas, qu'on puisse aller avec lui, avec elle, voir quelqu'un qui puisse l'aider. Étudiante novice, choisir parmi eux. Voilà, les étudiants, c'est possible. Voilà, quels sont les aspects, quel coût. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire sur le coût d'un patient, d'un participant simulé, ça va pas être le même s'il fait que le scénar ou s'il fait le scénar et le débriefing. Il a fallu plus le former, il aura plus de compétences. Voilà. Le choix dépend aussi du scénario choisi. Absolument, il y a des gens qui ne voudront pas faire autre chose que des douleurs abdos, des douleurs thoraciques, et en aucun cas, ils voudront des annonces, par exemple. Est-ce que le formateur peut jouer le patient simulé? Bah oui. Ça m'est arrivé de faire à la fois le patient simulé à qui on annonçait une mauvaise nouvelle, et de derrière, j'ai même fait le débriefing. Alors, c'est quand même un peu de challenge. Je vous le conseille pas, il faut avoir un petit peu de bouteille, mais bon, c'est faisable. Moi, je vous conseille quand même d'avoir une équipe avec pas mal de personnes pour pouvoir tourner comme ça. Est-ce que là, on arrive à l'issue de ce formateur qui fait patient simulé peut perturber les apprenants? Absolument. Et c'est un des problèmes qu'on a parfois dans les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers en France, c'est que vous arrivez et c'est votre formateur qui est en face, c'est celui qui vous a fait le cours théorique et qui va faire le patient simulé, le participant simulé sur le truc. Là, vous vous dites, oh là là, je suis en train de me faire évaluer, alors que non, pas du tout. Vous êtes en évaluation, mais formative et pas sommative. Donc, réussir à mettre de la marge, c'est quand même plus simple avec quelqu'un que les gens ne connaissent pas du tout. Réussir à mettre de la distance, pardon. Céloi, est-ce que tu as des... Juste une petite précision, on a parlé tout à l'heure du jargon médical, bien sûr, à éviter. C'est un patient qui théoriquement n'est pas censé maîtriser le jargon médical, donc on va faire comme si. Et parfois, avoir recours aux étudiants euh, peut éventuellement déboucher sur le fait d'avoir un patient qui va commencer à parler le jargon médical ou à essayer un petit peu de chercher à coincer ses amis. Donc, faire attention à ça aussi. J'insisterai beaucoup sur le fait de bien former le patient simulé et que c'est une étape qui est très importante, donc bien recruter, avoir les personnes qu'il faut, avoir à disposition un pool de patients que l'on peut utiliser, réutiliser. C'est quelque chose de très important puisque le patient simulé est un allié du formateur et que c'est quelque part une pièce maîtresse dans ce jeu-là. Donc, n'hésitez pas dans les centres à avoir un pool d'étudiants ou d'acteurs ou de personnes qui sont disposées et disponibles pour pouvoir vous aider à monter vos scénarios, à bien les jouer. Et donc, au final, c'est l'étudiant qui va en bénéficier. Le rendu pédagogique est exceptionnel.
attention aussi au déroulage, qui est une étape qui est très importante pour permettre aussi un confort et un bien-être psychologique et physique à ces personnes-là qui sont là pour nous aider à avancer dans notre mission. Et donc, comme tu l'as dit, si bien les psychologues qui peuvent accompagner aussi le post-scénario, post-simulation et pourquoi pas un petit suivi pour être sûr et certain que ces annonces répétitives ou que le fait de jouer un patient cancéreux n'a pas eu d'impact fâcheux sur la personne. Il reste quelques questions très très rapidement. Est-ce que c'est possible qu'un professeur soit PS face à son étudiant? C'est oui. Le problème de exagérer, faire du zèle, donc être vigilant, ben, ça, il faudrait réussir à l'avoir dépisté en amont. Est-ce qu'un PS ne fait que ça? Ben, c'est pas si fréquent que ça à des gens qui sont des professionnels des PS. Peut-être aux États-Unis, il y a quelques-uns. Alors, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais enfin, il y a des gestes techniques un peu particuliers qui font que des auxiliaires d'éducation, c'est tout à fait possible et aucune improvisation. Je suis d'accord, le but c'est ça, mais vous savez que même avec un mannequin, malheureusement, parfois on est obligé d'improviser, d'où l'intérêt que le patient simulé, le PS, connaisse vos objectifs pédagogiques. MNI, absolument, ça peut être un très bon sujet de mémoire. Et les formateurs de patients simulés, aujourd'hui, c'est un vrai métier. Donc, on a des centres qui ont recours à des personnes qui sont spécifiques pour recruter, former. Et donc, lorsqu'on a un scénario à jouer, on arrive et on commente, on passe commande. Et puis, on a les personnes qui sont chargées de ça, qui vont nous ramener la personne qui est déjà formée, etc., et qui peut directement jouer le rôle. Acteurs payés, pourquoi pas? Donc, soit ils sont bénévoles et donc ils ne vont rien toucher. Ben, soit des fois, ben, il faut prévoir une rémunération qui pourrait éventuellement être une motivation, mais ça ne doit pas être l'unique motivation. Ça ne doit pas Non, être l'unique motivation. le minimum, ce serait de défrayer sur l'aller-retour et de lui donner les pauses café et le repas du Oui, midi. C'est quelque chose d'indispensable. Il ne faut pas non plus qu'il y soit de sa poche, hein. oui. Eh bien, alors, Sloa et François, avant de conclure, j'aimerais un peu faire de la pub pendant 1 minute des activités prochaines de la Morocco-Sim. Ça va durer même pas 30 secondes. Alors, déjà, on a vécu un excellentissime démarrage des webinaires avec vous deux, donc on vient de le faire. Il y a un prochain masterclass qui va avoir lieu le 30 mai sur comment publier en pédagogie médicale. Alors, ce groupe-là, il est full. Il n'y a aucune chance de s'y inscrire. Il y a un autre masterclass qui aura lieu le 13 juin sur comment assurer un enseignement médical à distance, que j'aurai le plaisir de l'animer. Il y a quelques places qui sont encore disponibles. Et on aura le 12e webinaire avec le professeur Gabay. Ça, c'est prévu pour le mois de juin. Donc, il va être modéré par ma très chère amie, professeur Bentelha. Et un deuxième groupe sur comment publier en pédagogie médicale. Et ça va avoir lieu le 4 juillet. Il y a encore quelques places. Voilà. Alors, Sloa et François, peut-être un dernier mot, une synthèse, une conclusion globale. Next step, par quoi commencer? Par quoi commencer quand on veut des participants simulés? Oui. Euh, bah d'abord se dire de comprendre l'impact que le PS peut avoir sur les étudiants, c'est les apprenants. C'est énorme. Énorme. Donc c'est vraiment fantastique. Et quand vous faites participer le PS au débriefing, vous voyez tout ce que ça peut apporter. Voilà, ce sera. Et c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est plus dur de programmer, de former et de programmer un PS que de programmer un mannequin, mais c'est tellement impressionnant le bénéfice qu'on en tire. Voilà, si
ça vaut le coup. Et puis, dans les Écosses, les étapes avec un patient, un participant simulé vont être absolument essentielles. Donc, pour l'évaluation sommative, c'est vraiment nécessaire. Tu vois? Oui, je rejoins François dans tout ce qu'il vient de dire. Et c'est vrai que les mannequins, c'est important, mais un patient simulé, une vraie personne, les bénéfices sont inestimables étant donné que ça permet de travailler tout ce qui est soft skills, communication, tout ce qui tourne autour de ce qui n'est pas technique et ce qui est très important pour un médecin à apprendre et à exercer avant d'être face à un patient. Avoir recours aux patients simulés est quelque chose d'extraordinairement bénéfique. Et donc moi, j'aimerais bien, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, voir et avoir un pool de patients simulés bien recrutés, bien formés, avoir un groupe de médecins qui s'intéressent à cette formation spécifique et faire le process de bout en bout dans les règles de l'art parce que c'est quelque chose qui va changer la configuration des Écosses, qui va changer la configuration de la simulation dans nos centres. Je pense que c'est quelque chose de très important. Très, très bien. Donc, avant de conclure, je rappelle pardon, à toutes et à tous qu'au sein de la Morocco-Sim, nous avons des comités et des clubs. Et parmi ces clubs-là, il y a un club qui est dédié complètement au PS. Donc, c'est un club que nous appelons PS. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour faire partie de ce club. C'est du bénévolat et ça nous ferait plaisir de vous accueillir au sein de ce club. Donc, enfin, François et Sylvain, merci beaucoup. C'était un Avec Merci. régal. plaisir. Nous avons beaucoup appris. À chaque fois, on apprend avec vous. Au nom de toute l'audience, nous avons une audience vraiment très encourageante qui nous vient de France, Sénégal, Congo, Tunisie, plein de pays. Donc, nous sommes vraiment très ravis. Donc, merci encore une fois. Et on se donne tous rendez-vous au deuxième webinaire pour le mois de juin, le 27 juin, avec le professeur Gaba. Merci et à très Merci. bientôt. Très bonne fin de Bonne soirée. soirée à tous. Au Merci revoir. à toutes et à tous. Bye bye.